Session plénière du Conseil économique et social tenue ce matin en présence de Charles Dibi Kofi, président de cette institution. Session essentiellement consacrée à l'examen et l'adoption du règlement intérieur qui a pour objectif d'impacter les activités de la 11e mandature de cette institution de la République. L'ambassade de Chine a fait un don de 20 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. C'était au cours du premier festival qui a réuni plusieurs centaines d'enfants. Compte rendu dans quelques instants. L'immolation des moutons constitue l'un des mouvements forts pour la communauté musulmane dans la célébration de la Tabaski. Alors, question, l'offre en moutons sera-t-elle égale ou supérieure à la demande de plus en plus forte? La question reste plein temps sans réponse. Le constat de nos reporters dans ce 20h. Et puis, actualité sur le continent, l'opposant gabonais Jean Ping s'est exprimé ce mardi. Ce candidat à la présidentielle qui conteste la victoire de son adversaire Ali Bongo se dit ne pas être libre de ses mouvements. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus dans ce 20h. Le parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par cette session du Conseil économique et social tenue ce matin en présence du président de cette institution, Charles Dibi Kofi. Cette session essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du règlement intérieur qui a pour objectif d'impacter les activités de la 11e mandature de cette institution de la République. Compte rendu Sidonie Waka Davila. Examen et adoption du règlement intérieur au Conseil économique et social. Sur un total de 120 conseillers, ils étaient 89 à répondre présents à cette séance plénière, la première de l'ère, Charles Kofi Dibi. Le règlement intérieur en question se veut conforme aux réalités présentes selon les membres du comité ad hoc en charge de son élaboration. La création d'un poste de premier vice-président et les précisions des fonctions dévolues à chaque membre constituent l'essentiel des modifications apportées. Avant, le Conseil économique et social était nommé à travers ses membres et c'est le Conseil qui se réunissait pour désigner un président et son bureau. Nous avons adopté la loi qui permet maintenant au président de la République, puisqu'il s'agit d'une institution consultative, de désigner et le président et les membres du bureau. Le travail des membres du comité ad hoc satisfait au plus haut niveau le président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, en les félicitant pour le travail abattu, a mis en avant ce qui constitue pour lui l'essentiel du travail qui les attend. Notre travail sera articulé autour d'un plan d'action annuel qui sera décliné trimestriellement et évalué trimestriellement. Ce plan d'action que je vous propose est bâti autour de 5 axes stratégiques suivants. Le premier axe, c'est le repositionnement de notre institution. Le projet du plan d'action a fait l'objet d'une remise symbolique aux conseillers à qui il a été demandé un travail additif en vue d'étoffer le document. Celui-ci sera validé par le président de la République avant d'être présenté à la cérémonie de la rentrée solennelle du Conseil économique et social prévue pour la mi-octobre. Voilà, comme David l'a dit, la rentrée solennelle de la 11e mandature du Conseil économique et social aura donc lieu en octobre, le mois prochain. Mais pour l'instant, il est bon de se faire une idée de l'organisation et du fonctionnement de cette institution de la République créée il y a plus de 50 ans. Le Conseil économique et social, une institution créée par la Constitution du 3 novembre 1960 et qui a vocation de chambre consultative auprès des pouvoirs publics. Sa création émane de la vision du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, le président Félix Houphouët-Boigny. Vision qui a pour but de doter le pays d'institutions capables d'élaborer et d'aviser toute action de développement économique et social. Dans cette optique, les pouvoirs exécutifs et législatifs ont obligation de saisir le Conseil économique et social pour avis ou consultation sur tout projet de loi, de programme à caractère économique et social. Tout comme l'institution peut de sa propre initiative attirer l'attention du président de la République ou président de l'Assemblée nationale sur les réformes de nature à améliorer le bien-être des populations.
Depuis sa création, le Conseil économique et social a connu 7 présidents. Jean Delafosse, Mamadou Koulibaly, Philippe Grégoire-Yassé, Maurice Serignoleba, Laurent Dona-Fologo, Marcel Zadikessi. Depuis le 16 juin 2016, Charles Dibi Kofi est nommé à la tête de l'institution par le président Alassane Ouattara. L'ancien ministre des Affaires étrangères remplace ainsi Marcel Zadikessi. Pour les observateurs, le choix d'un économiste pour diriger le Conseil économique et social est le signe que le chef de l'État veut voir cette institution de la République jouer un rôle important dans l'atteinte de l'émergence en 2020. L'ambassade de Chine a fait un don de 20 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. C'était au cours du premier festival qui a réuni plusieurs centaines d'enfants. Ce don est considéré comme un soutien en reconnaissance aux efforts accomplis par la première dame de Côte d'Ivoire pour la cause des enfants. Nous aurons certainement le compte-rendu de Habiba Dambélé à la fin de cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, une rencontre internationale consacrée aux questions liées au développement du thon en Afrique. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plus de 200 participants venus de 25 pays du monde participent à cette conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique. Le compte-rendu de Gabriel Zanello. L'exploitation, le développement du thon et bien plus, l'économie que ce poisson très prisé génère sont de réelles préoccupations. Ils sont venus d'au moins 25 pays du continent et d'ailleurs pour en parler ici à Abidjan. C'est d'ailleurs la deuxième fois en l'espace de 2 années que plus de 200 industriels investisseurs de la filière thonière se rassemblent pour évoquer la protection et la pêche du thon dans un monde de grande consommation. La filière thonière est majeure en Côte d'Ivoire, au Sénégal, aux Seychelles, à Maurice, à Madagascar. Et dans ces pays, ça représente une part très importante de l'économie locale. Et donc, ça fait travailler beaucoup de monde, ça fait de l'activité économique, ça fait des ressources d'emploi, ça fait travailler beaucoup de femmes. Et donc, j'ai souhaité qu'on en parle. On parle du thon, c'est bien, il faut sauver le thon, on est d'accord. Mais il y a aussi des populations qui en vivent. Et je pense que c'est très, très important. Et effectivement, nos travaux vont porter aussi là-dessus. À Tournai, la conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique est donc une rencontre majeure qui permettra aux hommes d'affaires du secteur thonier de nouer de nouveaux contacts. Il donne l'occasion aux acteurs d'Afrique et du monde entier, à travers les principales thématiques qui sont exposées, d'échanger leurs connaissances et leurs expériences. Et nous sommes convaincus que des leçons pertinentes en seront tirées pour le progrès du secteur. L'avenir du thon se définit ici. Celui des femmes et des hommes qui travaillent dans le secteur se dessine également. En Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, l'industrie du thon offre plus de 3500 emplois directs, avec en première ligne les femmes. La performance enregistrée par la Côte d'Ivoire relativement à son industrie thonière est la résultante d'une politique cohérente menée par le gouvernement depuis plusieurs années. Au plan juridique, cette politique s'est traduite dès 2005 par l'adoption d'une loi instituant le régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. En face de ces potentiels investisseurs, Daniel Kablan-Duncan rappelle les atouts de la Côte d'Ivoire. Le pays possède le 2e port thonier au monde après le Japon, avec une capacité d'exportation évaluée à plus de 270 000 tonnes par an. L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours marquée par des débats, des commentaires autour d'une nouvelle constitution. Le sujet était au centre d'une rencontre entre le ministre Ahmed Bakayoko et des chefs traditionnels, des chefs religieux et des responsables de communautés dans le département de Toulepleu, dans l'ouest du pays. La rencontre a eu lieu dans le district d'Abidjan en présence de notre reporter Abou Sanogo. Son compte rendu. 60 chefs de canton, de villages et de communautés du département de Toulepleu en visite de travail à Abidjan, reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et il s'agit pour ces chefs et leaders d'opinion du Guémon et du Cavali de constater de plus près les grandes réalisations du président de la République, Alassane Ouattara. Et cette démarche a été rendue possible grâce à leur fille, Anne Ouloto, ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. J'ai voulu que mes parents aient le pouls de la situation, aient la réalité des choses en main.
Aujourd'hui, ils sont forts, mieux outillés pour accompagner les populations à la cohésion sociale et au développement. Après avoir visité respectivement l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le pont Henri Konan-Bédié, la forêt du Banco et le pont Philippe-Grégoire Yassé de Jacquesville, ces chefs ont salué les efforts du président de la République et l'ont assuré de leur soutien. Grâce aux actions du président de la République et du gouvernement, aujourd'hui il fait bon vivre à Toulopleu. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être de Toulopleu. Et je voudrais que vous transmettiez au président de la République qu'à Toulopleu, nous sommes avec lui aujourd'hui et nous serons avec lui demain. Nous nous engageons à amplifier les actions du président de la République partout à Toulopleu afin que Toulopleu ait sa place, une place confortable dans le train de l'émergence. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a pour sa part exhorté les cadres et fils du département de Toulopleu à l'entente et à la solidarité. Ahmed Bakayoko a instruit par ailleurs les chefs de Toulopleu sur la vision du président de la République avec l'élaboration d'une nouvelle constitution. Des peuples qui ont connu la souffrance, la douleur, des violences meurtrières de la guerre savent savourer la paix. Et je peux vous dire que cette paix, elle va se consolider, elle va se renforcer davantage. Et bientôt, nous allons venir vous voir pour vous parler du projet de nouvelle constitution du président Alassane Ouattara. C'est une constitution pour la paix durable, que tout le monde se sente concerné. Après la rencontre avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la délégation de chefs traditionnels, religieux, de communautés et de leaders de jeunesse et de femmes de Toulopleu a rendu une visite au personnel de la grande chancellerie. Parlons maintenant d'énergie. Le Conseil des ministres du 31 août dernier a adopté une communication du ministre du Pétrole et de l'Énergie en vue de porter la capacité annuelle de production de l'électricité de 2000 MW actuellement à 4000 MW en 2020. Pour obtenir cette augmentation, l'État de Côte d'Ivoire a signé des conventions avec des structures spécialisées. Des précisions avec Francis Boifou. Par cet accord avec le gouvernement représenté par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, la société Cyprel du groupe Eranov s'engage à construire une centrale thermique à cycle combiné de 350 MW, portant sa capacité installée à 906 MW. Cette nouvelle tranche, qui utilise la technologie cycle combiné, permet de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gaz. Elle induit donc une optimisation du coût de production de l'énergie électrique et permet d'éviter ainsi au rejet de plus de 500 000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Le gouvernement a signé une autre convention avec la société Azito Énergie pour la réalisation d'une seconde centrale thermique à cycle combiné. La mise en service des premières unités de production est prévue pour 2018. Soyez assurés que tout sera mis en œuvre par Azito pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Des turbines à vapeur seront opérationnelles en 2019. Le tout étant d'augmenter la capacité annuelle de production de la Côte d'Ivoire de 2000 MW actuellement à 4000 MW en 2020 et rattraper le retard. Le gouvernement est parti de 1391 MW en 2012 à 2000 MW en 2015. Nous avons augmenté la capacité de ce parc de 600 et quelques mégawatts. C'est vous dire l'effort important que le gouvernement ivoirien veut faire pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une énergie qui soit suffisante pour sa croissance et aussi, surtout, qui soit une énergie à moindre coût. Pour y arriver, le gouvernement a opté pour le mix énergie qui comprend l'hydraulique, le solaire, la biomasse et les centrales thermiques. À présent, un constat qui sort un peu de l'ordinaire. Sachez que des cadres de l'administration publique et parfois privée ont décidé de se lancer dans la production de vivriers. Une petite plantation pour relever le défi de la sécurité alimentaire, mais surtout pour se faire de l'argent. On peut donc dire que la hausse des prix des denrées alimentaires ne provoque pas que des grincements de dents, elle donne aussi des idées. Michel Digré nous propose ce reportage que l'on pourrait appeler des cadres de l'administration dans les champs, dans les plantations. D'abord les oreilles, comme ça. Tano Kouakou est médecin pédiatre. La bouche,
bien grand. Soro Mamadou, lui, est comptable. Au-delà de leur amitié, ils partagent une même passion. J'ai vraiment l'amour de la terre. Depuis le collège, mon parcours scolaire, j'étais toujours dans les champs. Le champ, ça est déjà dans mon sang. Je suis né avec. Et puis, étant fils de planteur, bon, avec nos parents au village, on est toujours partis au champ. En dehors de leurs activités principales, Soro et Tano ont décidé, il y a de cela 1 an, de créer ensemble une plantation de bananes plantées. C'est venu même du fait que sur le marché, on s'est rendu compte que tout devenait cher. Et surtout les denrées alimentaires prisées comme la banane et le manioc. Donc je nourrissais déjà ce projet-là. C'est vrai, c'est pour produire, pour pouvoir donner à manger aux gens, mais d'un côté aussi, c'est pour avoir de l'argent aussi. Mon premier contact était avec le Dr Traoré du CNRA. C'est lui qui m'a conseillé de croiser M. Kanga, qui est déjà un monsieur qui a été formé par la FIRCA, aujourd'hui qui est très doué dans la culture de bananes plantées. C'est à 70 km d'Abidjan, dans le département d'Agboville, que nous retrouvons Soro et Tano. Tous les week-ends, c'est dans leur plantation qu'ils vivent leur passion. Ok, je crois qu'ici, on peut mettre un pied. On va planter. On a pour ambition de créer une très grande plantation de bananes. Donc, on a commencé avec 8 hectares. Aujourd'hui, sur le marché, le régime coûte au moins 3 000, 4 000, 5 000. Et si on vend 15 000 régimes, multiplier 4 000 par 15 000 régimes, vous voyez ce que ça fait? Donc ça fait déjà la marge entre un fonctionnaire qui ne veut pas travailler au champ et puis nous. 8 hectares de bananes plantées. Bon pour un début, mais pas assez au regard des ambitions affichées par les deux amis. Ce samedi, ils ont rendez-vous avec Kanga, leur encadreur, pour l'achat de rejets de bananes plantées dans le but d'agrandir leur plantation. Bonjour M. Kanga. Oui, alors M. Kanga, comment ça va? Oui, ça va. Oui, merci. Ah vraiment, j'espère que la plantation ça va? Ah oui, ça va. Vous êtes venu encore pour les rejets? Nous sommes là encore pour les rejets. Ah d'accord. Voilà, nous avons besoin des rejets de 3 hectares. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Pendant que Soro et Tano retournent à leurs travaux champêtres, Kanga, lui, se relance dans ses activités de production de rejets de bananes plantées. Il est encadré par le ministère de l'Agriculture. Bonjour, comment vas-tu? Oui, bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Nous sommes à la phase de grossissement. Oui, oui. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai mis ici la foliane pour amortir un peu le choc. Le CNRA dispose des plants à haute productivité. Donc ces plants-là, il faut les mettre à la disposition des producteurs en toute saison pour aller à la contre-saison. Et donc il y a une technique de production que vous voyez avec le producteur qui permet de ne pas passer seulement au rejet, il n'y en a pas suffisamment, que pour un seul rejet, on puisse produire des milliers de plantules et mettre à la disposition. Mais un autre avantage, c'est que la production qui sort de ces plants est exemple des maladies transmises par le rejet. Tout ce qui est virose, tout ce qui est, comment on appelle, maladie des insectes, etc. Donc c'est des plants sains. À chacun son petit champ pour relever le défi de la sécurité alimentaire. L'idée avait déjà été sémée dans le passé par Henri Konan Bédié, alors président de la République de Côte d'Ivoire, mais n'a pu s'implanter dans les cœurs. 20 ans après, elle refait surface, pourvu que cette fois, la recette résiste à toutes les intempéries. Merci donc à vous, Michel Diga. On espère que vous aurez votre petite plantation. Le lundi prochain, 12 septembre, les musulmans de Côte d'Ivoire vont marquer une pause et célébrer la Tabaski. L'information a été donnée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, à travers une déclaration faite ce mardi. Nous écoutons le porte-parole de ce Conseil des imams. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent toute la communauté nationale
que le jour de Arafat est le dimanche 11 septembre 2016. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le lundi 12 septembre 2016. Le COSIM et le CODI souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Je vous remercie. Et dans la célébration de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, l'immolation des moutons constitue l'un des moments forts pour la communauté musulmane. Alors, question, l'offre en moutons sera-t-elle égale ou supérieure à la demande de plus en plus forte? La question reste pour l'instant sans réponse. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que sur 100 000 moutons attendus, seulement 25 000 sont actuellement dans le parc à bétail de Port-Bouët. Le constat a été fait par notre reporter, Grace Kando. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir commémore le sacrifice d'Abraham. Pour célébrer cet événement, les fidèles qui en ont les moyens doivent s'offrir un mouton. Un tour dans le parc à bétail de Port-Bouët pour s'imprégner des dispositions prises pour le ravitaillement en bêtes. Constat, certains enclos aménagés pour accueillir les moutons restent encore vides. Sur 100 000 têtes de moutons attendues, seulement 25 000 sont présentement sur le marché, soit le quart. Cette année, il y a eu l'avancée du désert. Nous subissons aussi l'influence des marchés des pays voisins, tels que le Ghana, le Sénégal et le Nigeria, là où il y a forte demande de moutons. Donc, désormais, les moutons sont dirigés vers ces pays-là. Conséquence, le prix des moutons n'est pas abordable et les clients s'en plaignent. Je suis venue faire un tour pour voir les prix des moutons. Si je peux, aujourd'hui je l'achète et si je ne peux pas, je reporte prochainement. Mais je me rends compte que les prix sont vraiment au-delà du prix que je m'attendais. Les autres années, j'avais peut-être eu ça à 80 000. Aujourd'hui, j'arrive, on me dit 180 000. Il y a une large différence dans les prix. Vraiment, le marché est rude. Pour avoir un mouton, aujourd'hui, les prix vont de 120 000. Il y a un mouton de 200 000, 300 000 même. C'est pas sûr que vraiment tout le monde puisse offrir un mouton pour ces fêtes de Tabaski. C'est déjà dépassé. Il y a des moutons que j'ai vus. Je n'ai même pas encore discuté, mais on dit 250 000 fois, c'est trop pour le prix. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent que le parc à bétail sera fourni dans les jours qui suivent. Les moutons vont descendre parce que nous avons nos contacts. On nous signale 15 wagons de train qui rentrent et les camions sont en route à la frontière du Mali comme du Burkina. Au plus tard le jeudi, le marché sera fourni. Les bêtes supplémentaires annoncées vont permettre de baisser les coûts. Les fidèles musulmans pourront alors s'offrir un mouton pour passer la fête de l'Aïd el-Kébir. Comme annoncé dans les titres, l'ambassade de Chine a fait un don de 20 millions de francs CFA à la fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. C'était au cours du premier festival qui a réuni plusieurs centaines d'enfants. Ce don, on l'a dit, est considéré comme un soutien en reconnaissance aux efforts accomplis par la première dame. Le compte-rendu de Habiba Dambélé. Consolider la coopération sino-ivoirienne à travers un engagement commun pour la cause des enfants. Voilà qui justifie la tenue de ce premier festival des enfants co-organisé par l'ambassade de Chine et la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Il a eu pour cadre les jardins de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et le premier locataire des lieux n'a pas caché sa joie de procurer un tel bonheur aux tout-petits à la veille de la rentrée scolaire. Chers enfants, vos rires illuminent la cour de l'ambassade. Vos regards nous font comprendre que ça vaut la peine d'accomplir un tel travail. Si la Côte d'Ivoire est un beau jardin, vous êtes donc les fleurs aux couleurs vives qui éblouissent ce jardin. Vous êtes l'avenir et l'espoir du pays, tout comme le soleil du matin. Je suis convaincue que quand vous serez grand, vous pourrez transmettre ce d'amour et ce d'amitié précieux entre la Chine et la Côte d'Ivoire pour que l'amour et l'amitié se pérennisent de génération en génération entre nos deux peuples. En s'associant à l'organisation de ce festival des enfants, la République populaire de Chine reconnaît ainsi les efforts accomplis par la première dame de Côte d'Ivoire pour l'épanouissement des enfants d'Afrique. Une cause à laquelle l'ambassade de Chine vient apporter son soutien en faisant don d'un montant de 20 millions de francs CFA à la fondation Children of Africa.
Geste salué par Dominique Ouattara qui n'a pas manqué d'expliquer aux enfants le bien fondé de ce festival. Ce moment de partage et de bonheur qui vous est offert aujourd'hui est une nouvelle occasion de passer du temps avec vous et de vous faire plaisir. Vous recevrez également des kits scolaires et du matériel sportif qui vous permettront de bien démarrer la rentrée des classes. Nous souhaitons ainsi vous encourager non seulement à bien travailler à l'école, mais aussi à la pratique régulière du sport afin que vous restiez en bonne santé. Des mots tendres qui s'ajoutent aux nombreuses actions réalisées par la Fondation Children of Africa en faveur des enfants, à savoir accès à la lecture gratuite pour 100 000 enfants, quand 60 000 ont bénéficié d'un suivi ophtalmologique et 97 000 autres déparasités. En Afrique, la Fondation de la Première Dame de Côte d'Ivoire subventionne 13 centres d'accueil pour enfants. Le procès de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se poursuit à la CPI, la Cour pénale internationale. La reprise a eu lieu donc hier lundi avec les auditions publiques. L'armement utilisé pendant la crise post-électorale par le commando invisible et les affrontements entre ce commando et les forces de défense et de sécurité d'alors ont été entre autres les sujets abordés au cours de ce procès. À noter que le 5e témoin est intervenu à visage à découvert. Pendant que ce procès se poursuit, des moments forts de la crise post-électorale continuent d'alimenter les débats, tels que la triste situation qui a prévalu à Abobo ce 3 mars 2011. Que s'est-il réellement passé dans cette commune? Le rappel des faits avec Sylvie Touré. 3 mars 2011, il est 10 h. Des femmes manifestent au rond-point Banco dans la commune d'Abobo, située au nord d'Abidjan. Elle réclame le départ de Laurent Gbagbo, déclaré vaincu au second tour de la présidentielle. Au même moment, une série de tirs à balles réelles éclate. Dans le viseur, les manifestants. 6 personnes sont tuées sur le coup. La 7e victime succombera plus tard à ses blessures. Sur place à Bobo, des rescapés ou familles de victimes témoignent. Il y avait du monde pour la manifestation. Des femmes marchaient lorsqu'on a entendu des tirs. C'est là, sur cette voie, qu'ils ont tiré. Il y avait du sang, énormément de sang. Ce jour-là, le 3 mars, nous sommes sortis, c'était pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Et là, d'autres sont tombés, et là, aujourd'hui, d'autres ont des séquelles, d'autres encore des balles. Des séquelles à la fois physiques et psychologiques pour Fanta. Cette sexagénaire affirme avoir perdu toutes ses dents dans la débandade. Ami Kouroubala, c'est moi qui l'ai fait sortir. Elle a des enfants. On ne regarde pas les enfants là. Et ces jours-là aussi, moi aussi, il faut la mettre. Les 2 protagonistes de la crise se rejettent la responsabilité des tueries. 2 mois plus tard, Amnesty International croit avoir trouvé le coupable. Dans un rapport intitulé « Ils ont regardé sa carte d'identité et l'ont abattu », l'organisme de défense des droits de l'homme révèle. Les membres des forces de sécurité ont également tiré sur plusieurs femmes qui manifestaient de manière pacifique pour demander le départ de Laurent Gbagbo dans la commune d'Abobo, à Abidjan, le 3 mars 2011. Ce même rapport évoque le bombardement du 17 mars 2011 dans la même commune. Une autre scène de chaos au marché Siakakone qui a fait une vingtaine de morts et de nombreux blessés. Un crime que l'ONUCI attribue au camp du président sortant. Les forces armées du camp du président Laurent Gbagbo ont tiré au moins 6 projectiles sur le marché et ses environs, causant la mort de 25 à 30 personnes et faisant entre 40 et 60 blessés. L'ONUCI exprime son indignation devant de telles atrocités contre des civils innocents. Les auteurs de ces exactions ne sauraient rester impunis. La commune d'Abobo, tout comme d'autres localités du pays, a payé un lourd tribut à la crise. Pour les populations, le besoin de reconstruction est ardent, mais également celui de justice. Qui a ordonné les tueries dans la commune d'Abobo? 5 ans plus tard, la question reste pendante devant la justice. 2 militaires accusés par la justice ivoirienne d'avoir pris part à cette expédition ont récemment été relâchés pour faute de témoins. Le parquet militaire a fait appel de cette décision. La question alimente également le procès en cours de l'ex-première dame, Simone Gbagbo. Et là-dessus, sa position n'a pas varié. Simone Gbagbo a affirmé ceci devant le juge.
Comme je l'ai dit lors de mes déclarations préliminaires, Monsieur le Président, ce crime n'a pas existé. C'était une pièce de théâtre dont j'attends toujours les preuves. Une pièce de théâtre pour obtenir le vote d'une résolution de l'ONU, poursuit l'ex-première dame. La Cour pénale internationale tente également d'élucider l'affaire. Plusieurs témoins se sont déjà prononcés sur la question et la comparution de l'ex-commandant du camp de gendarmerie d'Abobo, Barthélemy Ouattara, en ce moment à la barre, pourrait apporter des éléments nouveaux. Les victimes, elles, disent n'attendre que la vérité sur le drame pour enfin faire le deuil de leurs proches. L'actualité sur le continent au Gabon, l'opposant Jean Ping s'est exprimé ce mardi. Le candidat à la présidentielle qui conteste la victoire de son adversaire Ali Bongo a d'abord affirmé ne pas être libre de ses mouvements. Il a ensuite nié être à l'origine de l'appel à la grève générale, pourtant publié sur ses comptes Facebook et Twitter. Pour Jean Ping, les violences post-électorales ont fait entre 50 et 100 morts. Une délégation de l'Union africaine composée de chefs d'État africains accompagnés par de hauts responsables des Nations Unies se rendant au Gabon. Jean Ping se dit prêt à participer à toute médiation. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1. Mais surtout, portez-vous bien.